Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour et merci à Gérard Cagny qui va animer cette masterclass aujourd'hui, donc dans le cadre des mercredis de l'image que nous organisons depuis de nombreuses années avec la médiathèque Noailles, donc sous l'égide du rectorat de l'Académie de Nice. La médiathèque Noailles que nous excusons qui ne pouvaient pas être présente aujourd'hui, mais on pense bien à eux, on pense bien à toute l'équipe. Et maintenant, on va rester dans l'univers cinématographique de Robert Redford. Et aujourd'hui, Gérard, vous allez nous parler du film Et au milieu coule une rivière. Voilà, oui, et en même temps de parler un petit peu d'abord de Robert Redford, réalisateur. Bon, acteur, on le connaît, il a fait énormément de choses. Donc en fait, c'est une carrière qui va s'étaler sur plus de 50 ans. Et il est encore vivant, Robert Redford. Donc voilà, il est né en 1936 et il a cumulé tous les honneurs, toute la gloire, toutes les responsabilités aussi, on va le voir. Et il est sans conteste, au même titre, je dirais, que Paul Newman ou Marlon Brando, une des plus grandes stars américaines de la deuxième moitié du XXe siècle. L'activité à laquelle on l'associe, bon, spontanément, bien sûr, c'est celle de comédien. Alors, il a fait quelques apparitions au théâtre, à la télévision et au cinéma à l'orée des années 60. Et il s'est en fait révélé en 65 avec un film qui s'appelait Daisy Clover, aux côtés de Nathalie Wood, avec qui d'ailleurs il aura une aventure un petit peu secrète puisqu'il était déjà marié. C'est un film de Robert Mulligan qui sort en 65. Bon. Et avec ce film, d'emblée, je dirais, c'est son premier grand rôle, il remporte le Golden Globe de la révélation de l'année. Alors, bon, avec Redford, on a toujours un petit souci quant à l'immense qualité de son jeu d'acteur. Et c'est vrai qu'au départ, même s'il a acquis progressivement un jeu d'acteur tout à fait intéressant, dans un premier temps, quand on le voit dans Daisy Clover ou dans un ou deux films après, c'est plutôt son physique, sa beauté assez insolente et radieuse, que son talent qui est récompensé donc justement et par ce Golden Globe et ensuite par énormément de couvertures de magazines où on le montre beau comme un dieu. L'année suivante, on le retrouve dans un film. Alors, il n'a pas le premier rôle là, mais il a un rôle intéressant dans La poursuite impitoyable d'Arthur Penn avec Marlon Brando justement. Et puis dans La propriété interdite de Sidney Pollack, toujours avec Nathalie Wood. L'idylle continuait. En fait, c'est en 1969 qu'il va acquérir vraiment le statut de vedette aux côtés de Paul Newman dans le film de George Roy Hill, Butch Cassidy et le Kid. La même année, il apparaît dans un film de sport où il est skieur dans La descente infernale de Michael Ritchie et dans Willy Boy. Donc, vous voyez qu'il tourne énormément à ce moment-là. Il tourne 3 films dans l'année. Willy Boy d'Abraham Polonsky. Et il devient un des acteurs, avec Paul Newman, il devient un des acteurs vraiment préférés de ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, plus progressiste, plus en phase avec la société et la politique de l'époque. Dans les années 70, il devient donc vraiment l'acteur fétiche de Sidney Pollack, puisqu'il va jouer avec lui 4 films dans les années 70, Jeremiah Johnson, Nos plus belles années, Les 3 jours du Condor et Le Cavalier électrique. Il est aussi assez fidèle à d'autres metteurs en scène comme Michael Ritchie, qui va faire voter McKay avec lui, et George Roy Hill, avec qui il fait l'immense succès L'Arnaque en 73 et La Kermesse des Aigles en 75. Donc vous voyez, quand j'ai voulu nommer un peu ces films pour montrer combien ce personnage est une véritable icône du cinéma hollywoodien dans les années 70. Tous ces films-là sont des films que l'on connaît plus ou moins et en tout cas qui ont eu des grands succès. Donc voilà, ça c'est intéressant. Par contre, au fil des années, le nom de Robert Redford va être aussi lié, associé à de nombreuses causes, notamment des causes environnementales, écologiques et politiques. C'est un progressiste, il profite de sa notoriété pour défendre des sujets qui sont chers à son cœur et à ses idées. C'est un homme d'engagement, c'est sûr. Redford a développé son influence bien au-delà du strict domaine cinématographique. Il a mené des combats, donc, comme je le disais, écologiques. Il a soutenu des thèses politiques très progressistes. Et pour cette activité, toute cette activité l'a d'ailleurs en partie éloigné des plateaux de tournage, en particulier dans la décennie 1980, dans les années 80. Et il disait d'ailleurs,
à cette époque-là, dans un interview, et il répétait même dans plusieurs interviews, « Mon nom m'ennuie ». Il semblait parfois las de son image d'icône des 70s, comme agacé par son métier d'acteur qu'il pratiquait depuis des années. Il rêvait vraiment de faire autre chose et aussi d'un monde meilleur et d'une nouvelle manière de faire du cinéma. Et ce militantisme va le conduire à fonder en 1981 le désormais célèbre Festival de Sundance dans l'Utah. La vocation de ce festival, pour lui, c'était de défendre, d'assurer la promotion du cinéma indépendant. C'était une association aux États-Unis. À ce moment-là, ça a été vraiment considéré comme une initiative vraiment remarquable, qui aura permis, d'ailleurs, édition après édition, de révéler un nombre incalculable de talents. Et aujourd'hui encore, le succès de ce festival de Sundance ne se dément pas. Donc, à partir des années 80, Robert Redford va abandonner, sans abandonner son métier de comédien. Dans les années 80, on le verra dans des films très importants comme Brubaker de Stuart Rosenberg, Le Meilleur de Barry Levinson ou bien sûr Out of Africa de son réalisateur fétiche Sidney Pollack, aux côtés de Meryl Streep en 85. Et beaucoup plus tard, on le verra dans un film qui est peut-être un peu moins connu, mais qu'en 2013, mais qui est bon, il aura fait plein de films entre les deux, hein, mais des films un peu moins connus, un peu moins révélateurs, disons, des grands succès. Et il décide donc, c'est un film qui s'appelle All Is Lost de Chandor, qui a été fait en 2013 et qui est d'ailleurs passé au Festival de Cannes. Donc, dans ces années-là, en 80, il décide en fait de passer derrière la caméra. Alors, cette activité de réalisateur va devenir au fil des années, en fait, sa principale préoccupation. Et alors, ce qui est extraordinaire, là encore, Golden Globes de la révélation de l'année pour le premier film sérieux qu'il fait. Et là, il fait son premier long métrage, Des gens comme les autres, une adaptation du roman Ordinary People de Judith Guest, qui est un peu l'histoire, enfin, qui est l'histoire de la désagrégation d'une famille après la mort du fils aîné dans un accident de bateau. D'ailleurs, la famille est l'élément, je dirais, essentiel de la plupart de ces films, hein, et souvent des drames qui arrivent dans une famille et comment la famille va essayer de se reconstruire alors qu'elle est prête d'imploser. Donc, dans ce film, eh bien, lui donne l'Oscar du meilleur réalisateur en 81, ce qui fait que d'emblée, premier film, premier Oscar, et unique Oscar, d'ailleurs, après simplement un Oscar d'honneur. Son deuxième long métrage, Milagro, est présenté hors compétition au Festival de Cannes en 1988. C'est une fable écologique chargée d'une utopie vraiment généreuse, quoi, et d'un humour assez discret, mais très révélateur du cinéma de Robert Redford. Il met en scène donc un certain nombre de personnages qui luttent pour le droit de vivre et de cultiver leur terre face à des promoteurs qui sont plutôt, eux, à pro-gain. Le troisième, c'est « Et au milieu coule une rivière », donc sur lequel nous allons revenir longuement, et qui est adapté d'un livre de Norman MacLean et qui sort en 1992. On va y revenir dessus. Je termine simplement la carrière de Robert Redford. Il va réaliser ensuite 6 films entre 1994 et 2013. C'est-à-dire qu'il va en fait faire en tout 9 films. Alors le quatrième, c'est Quiz Show. Je ne sais pas si certains l'ont vu, avec John Turturro qui reprend un scandale qui a réellement existé et qui avait affecté un jeu télévisé à la télévision américaine dans les années 50. On donnait en fait, on se rendait compte que d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça aujourd'hui, mais je ne dis pas qu'ils trichent. Mais on donnait en fait on s'était rendu compte que l'audimat était beaucoup plus important quand un candidat revenait plusieurs séances de suite parce qu'il gagnait régulièrement et donc en fait l'audimat augmentait au fur et à mesure où il gagnait. Et donc on commençait le jeu, en fait la tromperie, ça a été qu'on donnait les résultats, on donnait les réponses aux questions aux candidats pour qu'ils puissent rester plusieurs semaines. Ça s'est su et ça a été les coulisses. Il parle de ces coulisses dans obscures dans ce monde donc de tromperie. C'est mis en scène avec assez sérieux, avec John Turturro, sobriété, dynamisme, voilà, suspense. Moi, j'aime bien ce film-là. C'est terriblement efficace. Ensuite, le film qui peut-être est avec Et au milieu coule une rivière est sans doute le film qui va être le plus connu
de Robert Redford, c'est L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, en 98. Et pour la première fois, donc, dans ce 5e film, il va se mettre à la fois devant et derrière la caméra. Il adapte le roman, donc c'est un roman homonyme de Nicholas Evans qui s'inspire en fait d'un personnage qui a réellement augmenté, qui s'appelle Brannaman, qui est un dresseur de chevaux, qui étaient des chevaux qui avaient été maltraités, souvent rétifs et autres, et grâce à des méthodes originales, et en particulier ce murmure à son oreille, il dressait ses chevaux. Et donc le roman parle de ce personnage, et en fait, comment Robert Redford a été très touché par ce livre, comme il l'avait été avant par le livre Et au milieu coule une rivière. Et donc, il réalise là un beau mélodrame sur la Renaissance, puisque grâce à un dresseur de chevaux perdu dans cette sublime nature du Montana dont on va parler tout à l'heure, bien sûr, avec Et au milieu coule une rivière, donc la renaissance d'une jeune fille qui est amputée d'une jambe après un accident qui a coûté la vie à sa meilleure amie, euh, et qui va obtenir d'abord un grand succès public, et surtout qu'il va nous faire découvrir une jeune actrice qui va avoir après un énorme succès, qui joue la petite fille, enfin la jeune fille de 12-13 ans, c'est Scarlett Johansson. Voilà. Et la mère de cette jeune femme s'appelle Christine Scott Thomas. Et je vous fais remarquer, mais j'aurai le temps d'en reparler, que la jeune fille s'appelle Grace McLean, dans le film, hein, c'est son nom de personnage, et Christine Scott Thomas, Annie McLean. McLean, c'est le nom de c'est le nom donc de ce romancier qui a écrit Et au milieu coule une rivière. Vous voyez combien Robert Redford a été influencé par par ce romancier et par le livre. 2 ans plus tard, donc Robert Redford mêle, je dirais, le fantastique et le social dans un hymne assez magique et assez extraordinaire au golf. C'est un film qui est mal connu et qu'à chaque fois que j'en parle aux gens qui l'ont vu, ils sont tous dithyrambiques sur le film. La légende de Bagger Vance, qui est pour moi un des plus beaux films de Redford, mais qui n'a pas du tout eu le succès mérité. Pourtant, un beau casting, hein, Will Smith, Matt Damon et Charlize Theron. Donc un trio assez magnifique qui dégage d'ailleurs une empathie communicative, comme dans beaucoup de films de Robert Redford. En fait, il y a chez Robert Redford, on aura l'occasion d'en reparler, une empathie générale pour ses personnages, même les méchants. Il n'arrive pas à en faire des personnages, justement, et c'est ça qui est intéressant, il n'arrive pas à en faire des personnages d'un seul tenant, c'est-à-dire des horribles salauds. Et pour ce film, je peux vous dire, si vous pouvez un jour le voir, il est en DVD, hein, sans problème. Il n'y a pas besoin de connaître le golf pour aimer le film. Ensuite, il va réaliser Lion et Agneau, qu'il réalise donc en 2007. Là, c'est une histoire autour de l'Afghanistan et du terrorisme. C'est une réflexion qui est parfois un peu explicative sur l'inutile enlisement des États-Unis avec 3 histoires en fait qui sont liées l'une à l'autre. L'enlisement des États-Unis dans la guerre en Afghanistan, hein, donc, et sa lutte contre le terrorisme. Là encore, un casting de folie, Tom Cruise, Meryl Streep et Robert Redford de nouveau, qui décide de repasser derrière et de passer devant la caméra en même temps qu'il est derrière. Film qui a eu un faible succès parce qu'en fait, surtout aux États-Unis, parce qu'une bonne partie du public n'était pas prêt à ce moment-là, à l'époque de Bush, à entendre une parole discordante dans un pays largement acquis aux thèses officielles. En 2011, Robert Redford réalise donc son 8e et avant-dernier long métrage jusqu'à aujourd'hui. Alors un film très intéressant parce que sur quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, en France en tout cas, aux États-Unis par contre un peu plus, c'est sur le procès de Mary Surratt. Mary Surratt a été compromise dans le complot qui a abouti à l'assassinat de Lincoln par John Wilkes Booth. C'est basé sur des faits réels. Mary Surratt a donc été accusée avec 4 autres personnes et a été exécutée à l'issue d'un procès. Ce film, c'est le procès.
qui s'appuie là aussi sur la partition d'un trio assez extraordinaire, James McAvoy, Robin Wright fabuleuse en Marie Surratt, et Kevin Kline. Alors le tout est peut-être un peu trop bavard, un peu trop long, un peu comme souvent dans le défaut de films de procès, mais c'est un film particulièrement intéressant et surtout, c'est un film là aussi qui parle de la famille. Parce qu'en fait, on a arrêté Marie Surratt parce qu'on pensait que c'était son fils, John Surratt, qui avait vraiment fait partie de la conspiration. Et lui avait réussi à s'enfuir, il est parti, je crois, au Canada. Et donc, et en fait, il ne sera jamais rattrapé. Et en pesant sur Marie Surratt, en l'accusant, on pensait peut-être faire revenir John Surratt, son fils. Donc là encore, une histoire de famille. Son dernier film à ce jour est adapté du roman Le Dernier d'entre nous de Neil Gordon, qui s'intitule Sous surveillance et qui a été réalisé en 2013. Il évoque là aussi c'est ça que j'aime bien moi dans les films de Robert Redford, c'est qu'il va chercher des idées originales. Là, il évoque The Weather Underground Organization, qui est en fait un collectif de la gauche radicale américaine qui a été fondé en 1969 à Chicago et qui se présentait comme anti-impérialiste, anti-raciste, était contre la guerre du Vietnam, défendait des positions tiers-mondialistes et prônait la solidarité des Américains blancs avec les luttes du Black Power. Ils étaient assez radicaux, hein, ils ont fait un certain nombre d'attaques de banques aussi pour pouvoir financer voilà, en même temps qu'ils faisaient leurs actions sociales et politiques. Donc le FBI les avait classés comme une organisation terroriste et donc les a poursuivis pendant des années et des années jusqu'à là encore il y a quelques années pour les arrêter. Et dans ce film, donc c'est un avocat qui est là joué par Robert Redford et qui élève seul sa fille de 11 ans. Là encore, donc le rapport à la famille qui va être très important dans le film. Et qui est brutalement rattrapé par son passé de militant dans ce mouvement, alors qu'il avait changé de nom, il s'était caché, voilà. Et il va être rattrapé par ça. Là, pour traiter cette histoire, Redford a choisi la forme du thriller politique, et il se rappelle vraiment, là, je dirais, c'est pour ça que certains ont dit « Ah, c'est un film un peu vieillot ». Peut-être, mais il se rappelle les leçons de Sidney Pollack et d'Alan Pakula, pour qui Alan Pakula, il avait interprété Bob Woodward dans Les Hommes du Président en 1976. Et je peux vous dire que moi, quand je revois des films de Pollack et de Pakula, je ne les trouve pas trop vieillis non plus. Peut-être une forme un peu classique, c'est vrai. Et là, dans ce film, il y a aussi une forme assez classique, mais qui n'est pas désagréable du tout. Casting, là encore, de premier ordre. Shia LaBeouf, Julie Christie, Suzanne Sarandon, Nick Nolte, Chris Cooper, Sam Elliott. Enfin bon, la grande force de Robert Redford dans ses films, c'est aussi ses castings à chaque fois extraordinaires. Dans ce film, il y a un vrai suspense, un suspense parfaitement distillé. Et ce qui est souvent le cas dans la plupart des films de Robert Redford, c'est des personnages qui ont une psychologie fouillée. Ce n'est pas des personnages comme ça qu'on place, qu'on montre et puis qui disparaissent. C'est en plus, en fin de compte, une réflexion passionnante sur les années 70, pardon, autour de ce mouvement politique qui est quand même mal connu. Voilà. Ce film, en fait, c'est vrai qu'il nous fait un peu penser, on le voit s'éloigner à la fin du film avec sa fille, voilà, et une sorte de réminiscence mémorielle d'une époque passée où, je dirais, aux allures aussi d'un testament cinématographique de la part d'un homme, Robert Redford, qui fut proche des idées politiques de ce mouvement et des mouvements de la paix et de l'égalité raciale, même s'il n'était pas jusqu'au boutiste comme l'était le Weather Underground. Voilà, j'ai fait un rapide survol de la carrière de Robert Redford en tant que réalisateur. Je pense que maintenant, on va revenir à l'un de ses plus beaux films quand même qui reste, et au milieu coule une rivière. Alors au départ, un livre iconique de Norman MacLean. Iconique pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce romancier va commencer à écrire très tard. Il naît en 1902 dans l'Iowa et meurt à Chicago en 1990. En 1909, il a 7 ans et sa famille déménage dans le Montana. Jusqu'en 1913, lui et son frère vont être élevés par sa mère et son père, mais en particulier par leur père qui leur
inculque un certain nombre d'idées très précises, et le père étant un pasteur presbytérien. Après ses études, donc Norman va enseigner la littérature à l'université de Chicago pendant 40 ans. Et ce n'est qu'à partir de 1973 qu'il commence à écrire des histoires qu'il aimait bien raconter. Il dira d'ailleurs, quand on a la chance d'être né avec son frère dans le Montana, pays des rocheuses et des grandes rivières à truites, la pêche à la mouche, alors c'est disons, la pêche à la mouche, c'est le nec plus ultra de la pêche, devient une seconde vie, une façon méticuleuse d'ajuster ses gestes et de participer à la beauté du monde. Alors, la rivière du sixième jour, ça c'est l'étrange, mais je trouve assez beau titre français du livre quand il a été traduit de Norman MacLean. En fait, et au milieu coule une rivière, c'est la première nouvelle, une nouvelle très longue, hein, qui fait plus de 100 pages, d'un livre, donc d'un recueil de deux autres nouvelles, pardon, c'est 3 nouvelles en tout, et qui s'appelle en anglais A River Runs Through It and Other Stories. Voilà, donc, et autres histoires. Mais c'est la première vraiment qui retient toutes les attentions. Il s'agit donc de ce long poème d'amour dédié à sa famille et à la nature, qui a été publié pour la première fois. D'ailleurs, l'université de Chicago ne publiait jamais des fictions. Et là, même si c'est une fiction autobiographique, en 1976, donc l'université de Chicago l'édite. Et il est proposé l'année d'après au prix Pulitzer pour ce film-là. Et le jury de la catégorie littérature de fiction du prix Pulitzer le met en avant et dit oui, voilà, c'est ça. Et il le propose au comité organisateur du prix qui, lui, a le dernier mot. Et il décide que le comité organisateur décide en fait qu'il ne donnera pas le prix à ce film, à ce livre, et qu'il n'y aura pas de prix du tout. Dans ces 3 nouvelles du livre, pour information simplement, je veux dire qu'il y a une autre des 3 nouvelles qui a été éditée en France, la deuxième, qui s'appelle USFS, donc 1919, c'est-à-dire US Forest Service, 1919, qui est en fait l'histoire aussi de Norman MacLean, quand il a décidé de s'engager dans les services de l'US Forest Service pendant 1 an pour aller dans le Montana faire un certain nombre de choses. Et la troisième, donc elle a été traduite, deviendra donc en français Montana 1919. Donc elle a été traduite en français. C'est un très beau livre aussi, très très beau livre. Et puis le dernier, là, donc Lodging and Pimping and Your Pal Jim, n'a, à mon avis, pas été traduite. Revenons donc à la première nouvelle, donc la plus importante, et au milieu coule une rivière. Ça se passe dans le Montana. Et alors, chose extraordinaire dans le Montana, c'est que c'est un État très peu peuplé, on va le voir, mais qui compte proportionnellement la plus grande concentration d'écrivains par habitant. En particulier à Missoula, qui n'est pas la capitale, hein, c'est Helena la capitale, mais qui est une ville, peut-être une des villes les plus agréables. Et on va appeler d'ailleurs cette concentration d'écrivains l'école du Montana, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on retrouve. Alors, c'est des livres très différents. Il y a des polars, il y a des mélodrames, il y a des comédies. Mais avant tout, c'est une littérature des grands espaces et de la nature. 2 éléments qui prennent à chaque fois une grande importance dans les différents récits. Alors, je peux vous citer un certain nombre, là j'avais noté un certain nombre d'auteurs de cette école: James Welch, Rick Bass, Dorothy Mary Johnson, James Crumley, extraordinaire écrivain de polar avec Fausse piste et Le dernier baiser. Je crois qu'il y a un 3e qui est sorti en France aussi. Richard Brautigan, Richard Hugo, Jim Harrison, bien entendu, avec Dalva et La route du retour. Raymond Carver, Les vitamines du bonheur, là plutôt dans l'humour. Kevin Canty, Étrangère dans ce monde aussi. William Kittredge, Deirdre McNamara, qui a écrit un très très beau livre qui s'appelle Montana. Et Joe Wilkins, C'est Montagne à jamais, très beau livre aussi. Peter Fromm, qui a écrit Indian Creek. Et Thomas McGowan, j'en parle en dernier parce qu'il sera important.
dans la genèse du film de Robert Redford, qui a écrit une série de nouvelles qui s'appelle Embuscade pour un piano. Alors, le roman, si on l'analyse rapidement, c'est un classique donc considéré comme assez important de la littérature américaine, qui raconte en fait l'enfance du narrateur, Norman MacLean, dans les Rocheuses, au sein donc de ces paysages assez magnifiques, et dont chaque relief transforme en fait en profondeur les êtres qui y vivent et qui les parcourent. Donc la famille, la nature apparaissent comme les piliers originels de Norman et de Paul, donc, qui est son frère, plus jeune, adoré, pêcheur hors pair, mais aussi irrésistible mauvais garçon, quoi. Voilà. Alors, un dialogue dans ce livre, et on verra que Robert Redford sait parfaitement bien le transcrire par l'image, c'est un dialogue silencieux qui s'instaure entre les rivières, les montagnes, les personnages qui les parcourent, avec une magnifique poésie et un talent vraiment, je dirais, extrême. MacLean capture aussi cette lumière magnifique et mélancolique des jours disparus. La rivière du sixième jour, donc le titre du livre, de ce roman mythique, tient compte aussi d'une autre dimension, c'est la dimension biblique. Elle traverse le roman de part en part et je vais vous lire, parce que l'incipit du livre n'est pas donné entièrement dans le film. Au début, il le dit un petit peu, mais pas tout. Et je trouve que c'est très, très beau, puisque là, il y a le rapport à la donc nature, famille et religion. Dans notre famille, donc c'est l'incipit, hein, c'est le livre de MacLean, il dit « Dans notre famille, nous ne faisions pas clairement la distinction entre la religion et la pêche à la mouche. Nous habitions dans l'ouest du Montana, au confluent des grandes rivières à truites, et notre père, qui était pasteur presbytérien, était aussi un pêcheur à la mouche qui montait lui-même ses mouches et apprenait aux autres à monter les leurs. Il nous avait expliqué à mon frère et à moi que les disciples de Jésus étaient tous des pêcheurs, nous laissant entendre ce dont nous étions persuadés tous les deux, que les meilleurs pêcheurs du lac de Tibériade étaient tous des pêcheurs à la mouche, et que Jean, le disciple préféré, pêchait à la mouche sèche, c'est-à-dire le sommet de la pêche à la mouche. Donc ce roman autobiographique est écrit par un vieil homme, puisqu'il a 73 ans quand il écrit le livre, et il y retrouve les souvenirs de son tout jeune temps, qui sont baignés, là c'est sûr, par une profonde nostalgie. Pour moi, enfin, j'ai eu l'occasion de lire le livre, et c'est un roman assez bouleversant, et le film aussi, je dirais, ça qui est intéressant, c'est que après avoir lu le livre, j'ai vu le film, j'ai relu le livre, et je me suis rendu compte que les deux, d'une manière un petit peu différente, bien entendu, me bouleversaient. C'était vraiment, les rapports entre les frères sont, je trouve, tout à fait passionnants et bouleversants. Bouleversant aussi parce qu'on y retrouve un monde perdu dans cette solitude du Montana, là, et la trace aussi indélébile de personnages assez hors du commun. D'abord ce père exigeant, mais en fait plein d'amour, la mère qui est discrète mais d'une bonté assez extrême, le frère Paul, donc, qui est un enfant terrible de la famille, mais une figure biblique qui oscille entre le bien et le mal, est soumis à des passions terrestres qui vont le perdre. Et puis Norman, c'est donc aussi le nom du narrateur, hein, donc, qui est le contrepoint parfait de Paul, hein, là où Paul a des failles, l'amour du jeu, les femmes, l'alcool. Norman, lui, est le garçon parfait, étudiant exemplaire et sans doute après professeur exemplaire aussi. Ils sont les deux, donc, comme je le disais tout à l'heure, versants de la dualité judéo-chrétienne, hein. Les figures modernes de Caïn et Abel, quoi, en fait. Les deux frères, néanmoins, sont attachés par un lien indestructible, à la fois de fratrie et autour de cette pêche à la mouche. Donc, ce roman est un hymne à l'Amérique, dans lequel on retrouve tout ce qui constitue la mythologie américaine.
la famille, sa force, sa capacité à aimer, à éduquer, à tolérer. Et chez Norman MacLean, comme tous les écrivains de Montana et certains sudistes aussi, la foi chrétienne est fortement matinée de panthéisme, en fait. Euh, il y a une sorte de Dieu se niche partout, quoi. Voilà. Euh, dans le cœur des êtres, dans les choix de chacun, dans un arbre aussi, ou dans une montagne, et puis dans la moindre source d'eau. Une source qui va être ruisseau, qui va devenir rivière puis fleuve. C'est la grande force de ce film aussi. C'est tout tourne autour de cette eau bénite qui est la sève du monde, le sang de Dieu, quoi, pratiquement. Voilà. Elle est le fil continu aussi entre les générations. Le lien de la mémoire. C'est à l'eau que Norman, quand il est devenu vieux, avec dans le cœur son père et son frère disparus, rend hommage à cette eau dans une des dernières prières qu'il fait. Et je dirais que les dernières phrases du livre sont assez magnifiques. Elles apparaissent aussi Norman le dit dans le film, enfin Robert Redford, parce que c'est Robert Redford qui est, le Norman vieux, il n'apparaît jamais, mais c'est lui qui est la voix off. À la fin, dit-il, toutes choses viennent se fondre en une seule, et au milieu coule une rivière. La rivière a creusé son lit au moment du grand déluge, elle recouvre les rochers d'un élan surgi de l'origine du temps. Sur certains des rochers, il y a la trace, laissée par les gouttes d'une pluie immémoriale. Sous les rochers, il y a les paroles. Parfois, les paroles sont l'émanation des rochers eux-mêmes. Je suis hanté par les eaux. Voilà, c'est voilà, d'abord une très très belle écriture, et en plus, c'est voilà, c'est tout ça qui touche, enfin, qui me touche beaucoup, moi en tout cas. Alors, sous le ciel et sur la terre du Montana, vous savez qu'on appelle cet État The Big Sky Country, le grand ciel de la terre. C'est une sorte de paradis retrouvé où la pêche est une religion, un moment de célébration absolue. Bien sûr, cette pêche à la mouche, toujours, parce que c'est la seule pêche, je dirais, aristocratique, entre guillemets, et qui a atteint aux religieux. Alors, le père et ses deux fils, ou les deux frères seuls, sont les prêtres de cette messe solennelle où seuls les truites, les eaux et eux-mêmes, les artistes, sont admis. Paul, le mauvais garçon, devient à ce moment-là un ange sublime, tout droit descendu des cieux. Son geste, ses déplacements, son attitude, son aptitude aussi à aller trouver le poisson, à deviner où est-ce qu'il est ce poisson sous les rochers, dans le courant, relève du pur divin, quoi, voilà, du geste éternel. Voilà. Et les descriptions qui sont faites du livre et la retranscription par l'image qu'en fait Robert Redford de Paul pêchant sont assez admirables. Rappelons-nous la grande scène dans le film, qui existe dans le livre aussi, hein, où après avoir vu son frère et son père attraper une très belle truite, lui, ce jour-là, n'arrive à rien attraper, et tout d'un coup, regarde un trou d'eau tout au bout là-bas, mais il faut traverser le courant, et il prend sa canne à pêche, il joue avec cette mouche pendant un moment, et tout d'un coup vient mordre un énorme poisson, une truite 3 fois plus grosse que toutes les autres, et qui va l'entraîner dans l'eau jusqu'au bout. Et ce qui est extraordinaire dans cette séquence, c'est que jamais le père ou Norman, le grand frère, n'ont peur de ce qui se passe. Alors qu'il est entraîné sous l'eau, il continue à tenir malgré tout et tout le temps sa canne à pêche. Eh bien non, personne n'a peur. On sait qu'il est sublimé, qu'il est invincible, qu'il est immortel quand il fait ça. Et le livre, les phrases l'expliquent bien dans le livre, et je trouve que la scène retranscrite au cinéma est fabuleuse parce que les deux personnages qui sont sur le bord, qui le regardent, qui le suivent des yeux et même physiquement après parce qu'il va quand même partir loin dans le courant, eh bien, ils n'ont jamais peur, jamais une once de peur dans le regard, mais simplement un intérêt absolu pour ce qui est en train de se passer. Là encore, quelque chose d'extraordinaire.
Alors, on en vient maintenant à ce qui a attiré Redford dans ce roman. D'abord, il découvre le roman donc, de Norman MacLean au début des années 80 grâce à, et j'en reviens à Thomas McGowan, un des romanciers de l'école du Montana, qui est son ami parce que, en fait, depuis pas mal d'années, Thomas McGowan est aussi scénariste. C'est lui qui va faire le scénario de 2 films que vous connaissez peut-être, en tout cas un peut-être, qui s'appelle Missouri Breaks de Arthur Penn en 1976 et puis aussi Tom Horn en 1980. Donc voilà, il a fait quelques scénarios assez. Missouri Breaks, c'est un gros film. Voilà. Et donc, il lui dit tiens, lis ça, c'est vraiment super, tu vas voir, c'est un magnifique bouquin. Et immédiatement, il tombe bien sûr sous le charme de cette autobiographie, d'apparence modeste. Hein. C'est pas difficile à lire. Hein. Qui est écrite, donc, comme je le disais, à toute la fin d'une vie par un professeur retraité. Et derrière l'apparente banalité des faits relatés, Redford, tout d'un coup, est particulièrement sensible, justement, à la présence de la nature dans le récit, à la forme singulière de cette narration. Il trouve aussi dans cette lecture des échos à son propre parcours, à ses préoccupations environnementales, morales ou mémorielles. Robert Redford, c'est un enfant des 60s, avec le cœur à gauche, mais une imagerie quand même wasp dans sa tête, c'est-à-dire, vous savez, white American, voilà, et anglo-saxon, pardon, white anglo-saxon protestante, hein, c'est-à-dire les blancs, voilà. Donc il a cette imagerie wasp, il l'a toujours dans la tête et il la conservera, et ces films le montrent assez bien. Ça n'empêche pas qu'il défend les Indiens, les Noirs et les sapins, il protège les tabous et il vote démocrate. Voilà, ça c'est Robert Redford. Quelque part dans ses bagages, il y a Katmandou, il y a Bob Dylan et puis il y a Kennedy. Voilà, voilà comment on pourrait très vite décrire Robert Redford. C'est un humaniste, écologiste, préoccupé par les maux de la planète Terre, et tout ce livre ne peut que le toucher, que le marquer profondément, comme je l'ai dit. Et Robert Redford était quelqu'un qui lit beaucoup, énormément de livres. Et pour lui, ce livre, alors qu'il en avait marre, on savait, je vous ai dit tout à l'heure qu'il disait qu'il en avait marre de son nom, eh ben, ça va être un remède personnel, ce support littéraire de ce livre et d'autres, à la frénésie de la machine hollywoodienne dans laquelle il est quand même depuis 20 ans, 25 ans. Et cette économie vorace et cette machine hollywoodienne qui mange tout le monde, qui dévore tout le monde. Redford va chercher alors tout de suite à rentrer en contact avec MacLean. MacLean s'avère mais très réticent à l'idée que son œuvre littéraire puisse être adaptée au cinéma. Ce qui fait que pratiquement pendant toutes les années 80, Redford va régulièrement aller voir Norman MacLean, va discuter des heures et des jours avec lui, va tenter d'apprivoiser ce vieil homme un peu seul dans son coin. Il habite à Chicago hein, à ce moment-là. Et il va lui décrire ce qu'il pense faire, comment il perçoit le livre, quelles sont ses intentions. Bref, en 1988, MacLean accepte, convaincu par Redford que son film ne trahirait pas du tout son œuvre littéraire, et Redford achète les droits en 88. Le 2 août 90, Norman MacLean meurt, il a 87 ans, et il ne verra jamais le film, puisque ce film sera présenté au Festival de Toronto le 13 septembre 1992, et il sortira aux États-Unis en octobre et en janvier 93 en France. Donc, que l'œuvre ait séduit Robert Redford, dont on connaît le militantisme obsessionnel, ça ne surprend absolument pas. Il a quand même eu des rôles, hein, un rôle politique dans l'élaboration de plusieurs décrets pour la protection de l'environnement. Il a rédigé un ouvrage sur les légendes de l'Ouest, et même ses propres origines, son éducation d'immigré écossais, ne pouvait que le rapprocher de l'œuvre de MacLean.
qui lui était le fils d'un pasteur presbytérien qui est comme lui, comme Robert Redford, l'art de la pêche à la mouche, qui est donc cette parabole toujours active, donc au centre du récit. Donc, il va porter à l'écran les 104 pages de cette histoire panthéiste, là, et lyrique, sur le Montana inviolé des années 20. Voilà, et lieu aussi de réconciliation de l'homme et de la nature. Redford, lui, a vécu une jeunesse tumultueuse et assez rebelle. Hein. Je ne me suis pas attardé là-dessus, parce que ce n'est pas le propos, mais il explique, par exemple, qu'il avait le même caractère que Paul, mais qu'il avait aussi quand même, en particulier son amour de la littérature, des points communs avec Norman. Et il dira d'ailleurs, c'est grâce à la littérature que j'ai pu comprendre la révolte de Paul, qui grondait en moi et que j'ai pu la surmonter. Ce livre a quelque chose de zen, dit-il en parlant du livre de Norman MacLean. C'est un livre mystique dont le succès immense renvoie à l'attrait actuel pour l'Amérique d'avant. Une manière secrète et délicate de traquer les derniers paradis perdus. Voilà, ça c'était en fait, et c'est une phrase qu'il a donnée à MacLean, qu'il a présentée à MacLean pour essayer de lui faire comprendre combien il comprenait, il avait la sensation de ce que ce livre pouvait apporter. Donc, Redford s'est mis tout entier dans ce film. Il est devenu, vous me voyez encore là, parce que j'ai un truc qui vient d'apparaître sur mon ordi, non? C'est bon? Il n'y a pas de problème? Non, c'est bon, hein, on vous voit. D'accord. Donc, ça va, je ne vais pas trop vite? C'est bon? Bon. Donc, oui, Redford s'est mis tout entier dans ce film, puisqu'il est devenu. Il a incarné lui-même la voix de MacLean. Il ne joue pas dans le film, hein, mais il incarne la voix de MacLean. C'est cette voix off qui structure tout le déroulement du film, qui est celle de l'écrivain qui raconte son histoire, qui est celle de son personnage et bien sûr aussi celle du réalisateur qui endosse le rôle de MacLean, de Robert Redford lui-même. Il s'est investi totalement dans ce film-là. Alors, le contexte historique de l'histoire du film et du livre aussi, mais voilà. Le livre et le film se déroulent essentiellement entre 1919 et les années 30, en pleine période donc de la prohibition. C'est pour ça qu'on voit les gens boire beaucoup, mais jamais dans des endroits classiques. C'est des petits lieux des bars clandestins, voilà, où on joue en même temps d'une manière clandestine. Enfin voilà. Donc, mais on est en plein dans la période donc de la prohibition. Il faut aussi savoir, parce que ça c'est important pour comprendre le rapport à la nature dans le Montana à cette époque-là. Le Montana ne devient un territoire, non pas un État, mais un territoire qu'en 1864. Et il deviendra le 41e de l'État des États-Unis en 1889. Donc vous voyez que ce n'est pas loin de 1919, hein, il y a 30 ans, quoi. Hein. Et pendant très longtemps, enfin avant que ça devienne un territoire, et même pendant que c'était encore un territoire, avant que ça devienne un État, c'était aussi le lieu de vie des Sioux et des Cheyennes, un des endroits en tout cas où les Sioux et les Cheyennes vivaient. Et c'est vrai que tout le 19e siècle a vu plusieurs batailles féroces qui ont opposé les Indiens et les colons. Et le racisme envers les Indiens est plus qu'envers les Noirs, parce qu'il y a très peu de Noirs au Montana, mais le racisme envers les Indiens est encore très vif au début du 19e siècle. Et c'est vrai qu'on le voit dans le film avec la petite amie de Paul qui est indienne. Et l'idée aussi, une autre idée est très forte dans l'esprit des habitants de Montana de l'époque, du début du 19e siècle, c'est encore cette idée de la frontière, c'est-à-dire de la sauvagerie, à la limite de la civilisation. La frontière, c'était cette grande ligne qui, du nord au sud, se déplaçait doucement vers l'ouest au fur et à mesure où la civilisation se développait. D'un côté, à l'est, il y avait la civilisation, de l'autre, à l'ouest, la sauvagerie, la nature vierge, voilà. Et bien sûr, l'idée d'un paradis à découvrir encore. Voilà.
Et donc, cette frontière, en 1890, le Congrès américain a dit il n'y a plus de frontières. L'État américain va de l'ouest à l'est et occupe tout le territoire. Il faut savoir aussi que le Montana aujourd'hui, donc en 1919, vous imaginez, a une surface de 380 000 km², un peu plus de 380 000 km², et moins d'1 million d'habitants. Donc, vous imaginez qu'il y a à peu près 2,5 ou 6 habitants au kilomètre carré, ce qui fait quand même pas beaucoup. Et si on compte en plus le regroupement de certaines villes, on voit que la campagne est très peu peuplée, mais peuplée par des amoureux complets de la nature. Donc la capitale, c'est Helena, et puis les villes principales, il y a la plus grande, c'est Billings, et puis sinon Missoula, qu'on nomme beaucoup dans le film, parce que tout semble se passer à Missoula, même s'il n'a pas été tourné à Missoula. Bozeman, Livingston, et Butte, Livingston et Missoula étant les deux endroits où les écrivains donc de l'école du Montana sont le plus souvent. Dans notre famille, nous ne faisions pas clairement le partage entre la religion et la pêche à la mouche. C'est la première phrase du livre, mais c'est aussi la première phrase du film que l'on entend, que Robert Redford dit. Donc en reprenant les premières lignes de l'incipit du livre de Norman MacLean. Ce film a été tourné principalement donc, dans le Montana, un petit peu dans le Wyoming. Il a su bien sûr exploiter, ça je dirais que moi je trouve ça magnifique, la manière dont l'Amérique est représentée, l'Amérique sauvage est représentée belle et magnifique. Ils ont vraiment, Robert Redford et son équipe a su capturer quoi, la beauté de la nature et de ces cours d'eau absolument magnifiques. Mais la Montana, c'est aussi le monde d'avant, comme on le disait, et c'est donc aussi la nostalgie qui prédomine. On y voit une Amérique idéale, entre guillemets, avec des valeurs simples. Les chemises en laine, les maisons en rondin, les fauteuils à bascule. Voilà, donc c'est un peu tout ça ce qu'il a voulu retranscrire, Robert Redford. Mais ce qui l'a beaucoup inquiété, c'est la véracité et le réalisme de la pêche à la mouche. Il ne fallait pas qu'on ait l'impression que c'est des personnes qui ne savaient pas pêcher, il fallait qu'ils soient géniaux, quoi, voilà. Et donc Robert Redford va se concentrer vraiment sur ces soucis-là, en même temps qu'il reconstitue une petite ville du Montana censée représenter donc Missoula dans le Montana, qu'il va faire dans un endroit désolé. Il va solliciter l'aide de la population locale, il va leur faire jouer des seconds rôles ou des figurations. Et en fait, mais ce tournage, il se passera à côté de Livingston plutôt qu'à côté de Missoula. Voilà. Il y aura quelques plans qui sont tournés à Missoula, mais très peu. En fait, la plupart va être tournés à Livingston et à Bozeman. Livingston, où ils ont reconstitué une rue, une ville, et à Bozeman aussi, donc une autre ville du Montana. Mais comme je vous le disais, c'est la question de la pêche à la mouche qui inquiète le plus Robert Redford. Personne dans le casting qu'il met en place n'a pratiqué la discipline. Donc il va faire appel à des entraîneurs spécialisés qui vont accompagner intensivement pendant plusieurs mois les acteurs, les trois acteurs donc le père et les deux fils, donc les trois acteurs qui jouent ces rôles pour un apprentissage de cette discipline qui est quand même très rigoureuse, hein, et sa pratique demande une grande capacité d'adaptation. Donc voilà, les acteurs vont jouer complètement le jeu, ils vont passer des heures dans l'eau jusqu'aux cuisses à faire et refaire les mêmes mouvements pour qu'apparaissent vraiment, qu'on ait l'impression que ce sont des gens extraordinaires. On ne les double pas dans le film, hein. Il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes. Et c'est vrai que la première séquence qui est tournée, il a voulu commencer par un certain nombre de séquences de pêche à la mouche parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait encore du travail. Donc,
il a été assez catastrophé avec les premiers des rushs, quoi, de Brad Pitt ou d'autres avec leur ou Skerritt avec la canne à pêche. Mais bon, il les a fait travailler, retravailler, et au bout d'un moment, il en a été content, et ils ont pu. Et je dois reconnaître que ça fonctionne parfaitement bien. Voilà. Là aussi, plusieurs rivières ont été exploitées parce qu'en fait, Robert Redford et son équipe voulaient au départ tourner dans la rivière qui était mentionnée dans le livre, qui s'appelle la Big Blackfoot. Mais quand ils sont arrivés, c'était une rivière à truites très connue, en fait, et où il y avait énormément de pêcheurs qui la fréquentaient, et on ne pouvait pas leur demander, on ne pouvait pas leur interdire de pêcher. Donc, ils sont rabattus sur d'autres rivières. La Yellowstone River, qui prend sa source dans le Wyoming et qui traverse la ville de Livingston. Et puis, avant de s'éloigner vers le parc du Yellowstone. Et puis aussi la Boulder River et puis la Gallatin River, qui sont deux affluents de la Yellowstone. Et d'ailleurs, sur la Gallatin River et sur la Boulder River, Robert Redford reviendra tourner un certain nombre de séquences de L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux en 1998. Voilà. Et comme je le disais, ce n'est pas un hasard si la jeune fille et la mère du film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux s'appelle McLean. Voilà. Le ton mélancolique et élégiaque donc du film est bien sûr dû à l'intrigue, ça c'est évident, mais il provient aussi donc de ce décor, des espaces vierges, de la beauté poétique du vol de la ligne d'une canne à pêche au-dessus de la surface frémissante de l'eau, de la rivière, et sur laquelle bien sûr le soleil se reflète, enfin tout y est. Et ces magnifiques images sont l'œuvre d'un directeur de la photographie qui s'appelle Philippe Rousselot. Philippe Rousselot, c'est un Français. C'est un chef opérateur français qui est très talentueux et qui a été très, très sollicité. Il continue, plus ou moins, là maintenant il s'est un peu arrêté, mais enfin il a travaillé pendant longtemps. Il a commencé à travailler avec des réalisateurs comme Jacques Doyon, Diane Curie, Jean-Jacques Benex. Et en 85, c'est John Boorman qui fait appel à lui pour La forêt d'émeraude. Donc vous voyez déjà cette idée de la force de Rousselot, c'était les extérieurs. C'était une personne qui savait absolument peindre des extérieurs toujours extraordinairement. John Boorman le reprend 2 ans après pour Hope and Glory, la guerre à 7 ans en français. Il va continuer à tourner un peu avec la France, Thérèse d'Alain Cavalier, L'ours de Jean-Jacques Hano, avec Bertrand Blier, Trop belle pour toi, Merci la vie, avec Stephen Frears, Les liaisons dangereuses, Marie Ray de Stephen Frears, non, La reine Margot de Patrice Chéreau, Larry Flynn de Milos Forman, L'ombre d'un soupçon de Sidney Pollack, La planète des singes, Big Chief, Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Voilà, tout ça, ce sont des films photographiés par Philippe Rousselot. Et il fera 2 films avec Robert Redford, et Au milieu coule la rivière, et Lion et agneau, donc en 2007. Robert Redford l'a choisi à la fois pour son immense talent, et il donne toute sa mesure dans le film sur Et au milieu coule une rivière, mais aussi parce que Philippe Rousselot est un militant écologiste actif. Donc il s'est retrouvé aussi dans ses idées. Ils ont une cause commune, quoi, autour de l'écologie. Pour les rôles principaux, donc, Robert Redford a des idées bien arrêtées. Il avait d'emblée choisi Tom Skerritt, qu'on a pu voir dans de nombreuses séries télé, dans une 50aine de films, dont MASH, Harold et Maude, Nous sommes tous des voleurs, Alien, Dead Zone, Top Gun. Pour jouer le père, pasteur presbytérien à la fois rigide et aimant. Son épouse, elle est interprétée par Brenda Blethyn, qui est une actrice anglaise qui s'est imposée au théâtre et à la télévision plus qu'au cinéma, je dirais. Et donc là, c'était le 2e film. Craig Sheffer, qui a une dizaine de films à son actif, au moins 3 ou 4 apparitions télé dans les séries quand Robert Redford le choisit.
prête, moi je trouve d'une manière très intéressante, vraiment en parfait contrepoint avec Brad Pitt, prête ses traits donc au fils aîné, Norman. Shelen, donc l'anglaise l'anglaise, comment elle s'appelait, Emily Lloyd. Emily Lloyd, l'actrice anglaise Emily Lloyd joue Jessie Browns, qui est la petite amie hein, de Norman. Et le Canadien Stephen Shellen joue Neil Burns, le frère de Jesse. Alors, pour jouer Paul, qui est quand même un peu au centre du film, je dirais, qui est, même si on ne le voit pas plus que les autres, loin de là, parce que c'est quand même Norman qui raconte son histoire, mais quand même, dès qu'il arrive on ne voit plus que lui dès l'instant où il arrive dans le... parce qu'il irradie. Paul, c'est le personnage qui irradie, qui est à la fois extraordinaire, voilà, comme il est dit dans le film, à un moment, il nous fait rire. Voilà. Il est drôle. Non, il ne dit pas il nous fait rire, il est drôle. Lui, il est drôle. Voilà. Alors que Norman, voilà, il n'est pas considéré comme drôle. Donc, pour choisir pour Paul, eh bien, c'est le jeune, je dirais le jeune à l'époque, Brad Pitt, qui vient d'être révélé l'année d'avant par Thelma et Louise de Ridley Scott. Alors Paul, cet extraverti, lumineux et sans peur, pour Redford, c'est parfaitement l'identification. L'identification à la fois au personnage et même à Robert Redford. Brad Pitt figure un peu comme son double, tant la ressemblance avec le comédien et entre Redford et le comédien est saisissante. Et c'est vrai que c'est avec ce film que Brad Pitt devient une star. Et je dirais même plus loin. C'est aussi un peu à partir de là, même si Redford continue à travailler, que Brad Pitt va prendre un peu la suite de Redford dans cette perpétuation d'une certaine idée de l'Amérique, à la fois nostalgique et progressiste. Voilà, et comme je le disais, donc c'est Robert Redford qui assure la voix off. Donc, la grande force donc, du roman de Norman MacLean était l'adaptation quand il est Robert Redford, c'est d'être bien moins prêche moraliste qu'un questionnement sur le temps qui passe, en fait, sur l'expérience de la vie et sur les leçons qu'on en tire. L'un des éléments donc les plus révélateurs est probablement ce choix par Robert Redford de ne pas apparaître à l'écran, mais d'endosser lui-même la voix de la narration. Voilà. Et à la fin de sa vie, Norman pose un regard sur les événements qui l'ont composé, s'interroge sur le sens de tout cela, sur les liens qu'il faut ou pas tisser. Très sommairement, je dirais, moi, le film pose, sans être capable d'y répondre d'ailleurs, la question suivante, qu'est-ce qu'une bonne vie? Norman est probablement celui dont le parcours, en effet, se conforme le mieux à l'idée qu'on peut se faire d'une vie réussie. Il a quitté le cocon familial pour mener sa propre vie, il s'est accompli professionnellement, il a conquis le cœur de Jessie, de la femme qu'il aimait, et il a eu des beaux enfants, enfin voilà, tout voilà. Et pourtant, il semble jalouser son petit frère Paul. Peut-être parce que celui-ci est précisément tout ce qu'il n'est pas. Peut-être. Et peut-être aussi parce que Paul, au milieu de tout le désordre, de l'instabilité ou de la violence qui l'entoure, a su atteindre, si vous voulez, furtivement, un état de grâce que Norman n'a jamais su ou n'a jamais pu approcher. Il a su tout d'un coup, et lui en particulier, il le montre très bien dans le film, il a su, Paul, se défaire des règles imposées par son père pour la pêche à la mouche. Et en se défaisant de ces règles imposées par le père, il a atteint la perfection avec son lancer à la mouche. Ce que reconnaît le père, d'ailleurs. Il est d'ailleurs intéressant de noter, là, ça, c'est que Redford s'est affranchi quelques secondes du livre et il fait dire à Norman, ébloui par son jeune frère, je vais vous lire la phrase et après je vais vous dire d'où elle vient, cette phrase. À ce moment, j'ai su, sûrement et clairement,
que j'étais témoin de la perfection. Il se tenait devant nous, suspendu au-dessus de la terre, libre de toutes ses lois, comme une œuvre d'art. Et je savais tout aussi sûrement et clairement que la vie n'est pas une œuvre d'art et que le moment ne pouvait pas durer. Cette phrase, que Norman dit dans le livre, mais ne dit pas dans le film, pour une simple raison, c'est que c'est une citation qui est écrite sur le piédestal de la statue du mythique basketteur Michael Jordan à l'United Center de Chicago. Et cette description, pour Redford, et moi je trouve aussi pour moi, enfin, je qualifie parfaitement la fragilité de la situation de Paul. Atteindre à l'excellence, mais ensuite tomber dans ses excès et dans la mort. Voilà, je voudrais terminer sur le fait que Et au milieu, Coule une rivière est un film qui adopte donc le rythme de la rivière et des souvenirs de Norman. Quelques rapides vont provoquer parfois un semblant de tumulte, mais le fil de l'eau est globalement tranquille, presque immobile. Et ce faisant, je dirais, là c'est le petit défaut du film, je dirais peut-être, mais encore, parce que je pense que Robert Redford croit fondamentalement et en profondeur au propos global que le film tient. On a parfois l'impression, enfin j'ai eu moi en tout cas l'impression, c'est personnel, qu'il passe délibérément, d'ailleurs, je pense qu'il le fait délibérément, à côté de petites aspérités qui auraient pu donner un peu de relief au film. Je vais vous en citer un exemple qui me paraît le plus évident. C'est le personnage de l'amie indienne de Paul. C'est un personnage complexe, assez fascinant, très bien joué par l'actrice. Très intéressant aussi dans ce monde où le racisme est évidemment latent, parce que je ne sais pas vous rappeler de la scène où il va dans un de ces speakeasy clandestins et qu'on lui refuse dans un premier temps l'entrée de sa petite amie. Et voilà. Et puis tout d'un coup, pof, ce personnage assez fascinant est totalement abandonné, on ne la reverra plus. Alors, c'est un peu aussi le principe, mais je crois que c'est la globalité que Robert Redford impose dans son film qui fait que ces petits éléments-là, ça reste des éléments de détail. Donc, ce qu'il faut savoir enfin, et je terminerai là-dessus, c'est qu'au milieu de Coule une rivière a marqué les esprits d'une façon assez inattendue. Le tourisme du Montana et les échoppes de pêche à la mouche ont connu un sursaut d'activité absolument surprenant. On a vu même des touristes arriver des quatre coins du monde, se faire prendre en photo équipés de cuissardes dans la rivière Galatine, justement, celle où fut tourné le film, et à proximité d'un rocher qui, depuis, est renommé Brad Pitt Rock. Car si on doit, je dirais, conserver une seule image de ce film, c'est celle de Brad, magique et surnaturelle dans la rivière. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté comme ça pendant 1 heure, ça doit être un peu pénible, non ? Merci Gérard, non, c'était très intéressant, merci beaucoup.